Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Vie plus Sens et Conviction. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On va s'intéresser à la finance durable aujourd'hui avec un panel d'invités prestigieux. Et puis l'actualité, c'est Trump qui arrive au pouvoir. C'est une petite COP 29. Sans trop d'ambition, dont presque tout le monde se fiche, des performances sur l'ESG qui sont en berne depuis 2 ans. Bref, sale temps pour la finance durable. Et c'est le moment qu'on a choisi justement pour en parler et pour décrypter. Alors, est-ce que l'ESG, c'est terminé ? Les experts autour de la table vont nous dire si la finance durable est compatible avec la performance. Et puis, on va se poser cette question pratique. Comment convaincre les clients de passer à l'action ? Voilà, on va en parler bien sûr tous ensemble dans un instant. Mais tout d'abord, pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Anne-France Gauthier, directeur commercial de Vie+. Bonjour Anne-France. Bonjour Fabrice. Ravi de vous retrouver Anne-France pour ce nouveau numéro de Vie+, Sens et Conviction. C'est vrai que cette finance durable, on en a beaucoup parlé. Et puis, il y a eu la guerre, il y a eu la crise énergétique. Et c'est vrai que pour faire de la performance ces dernières années, c'était plutôt de la défense, de la tech, bien évidemment, mais surtout pas de l'ESG qui est passé un petit peu en berne, sous les radars. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pour ça que c'est un challenge et qu'il ne faut pas lâcher du tout, parce qu'effectivement, mais comme dans tout investissement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du long terme, il y a du court terme. Et donc, dès lors qu'on a des convictions, et je pense que la partie confinement que nous avons vécu en 2020 a accéléré la prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs de ce métier qui est celui de la finance, sans lequel on ne pourra pas avoir ces transitions énergétiques, on ne pourra pas avoir les transitions au niveau des différents territoires, des régions, etc. Il faut continuer. Et puis, c'est un pli qui a été pris. Je pense que probablement, comme tous les investissements, là, on n'était pas forcément dans une période favorable. C'est pour ça qu'il faut continuer, s'accrocher, peut-être avoir de nouveaux filtres, une vision qui soit long terme et pas court terme. Finalement, il faut garder le cap, vous qui aimez bien les métaphores marines chez Vie+, parce que c'est une tendance longue. C'est pas 2-3 ans qui vont finalement casser la dynamique. Il faut surtout pas. C'est toujours la difficulté dans les investissements, c'est que l'obligation qu'ont les entreprises, qu'elles soient avec des éléments durables dans leur traitement ou pas, c'est une obligation de communication des résultats à 3 mois. Et malheureusement, l'ensemble des performances financières ne se font pas sur 3 mois. Donc il faut savoir raison garder par rapport à ça et se reprojeter dans le terme qui correspond à l'objectif du client, à son profil de risque, etc., bien évidemment. Mais ça reste des tendances de long terme. Oui, et justement, vous avez choisi, sélectionner des partenaires pour des acteurs d'une finance plus durable. C'est le mandat, finalement, que se donne Vie+, de participer à cette transition et à cette finance durable. C'est la raison d'être de l'entreprise, puisque nous souhaitons être dans les leaders en termes de proposition de solutions financières durables. Donc, c'est dans notre ADN maintenant et bien ancré. Alors ça l'était déjà puisque notre siège est à Brest, donc on avait déjà cette tendance autour de l'océan, autour d'une planète propre. Et aujourd'hui, moi je suis très heureuse d'avoir de nombreux partenaires autour de la table qui nous ont accompagnés lorsqu'on a commencé dans les premiers à être un peu exigeants et à ne sélectionner que des unités de compte, article 8, article 9. Mais je dois dire qu'on a eu au départ peut-être un peu de difficulté, puis après un engouement et une volonté d'accompagner ce mouvement, qui est un mouvement de toute façon important pour les générations suivantes. Ils sont avec nous justement, ces experts, et dans un instant, on va passer au décryptage. L'ESG, est-ce que c'est terminé ? Le décryptage, on va se poser cette question, est-ce que l'ESG, investir selon des critères écologiques, sociaux et de bonne gouvernance, est-ce que c'est terminé ? Eh bien, pour en débattre, on a un panel d'invités et d'ambassadeurs d'une finance plus durable qui sont là avec nous en plateau. Émilie Da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la gestion action chez FL Investment Group, bienvenue à vous. À vos côtés, Yann Vidcock, bonjour Yann. Bonjour. Vous allez nous parler d'immobilier, directeur général d'Arkea Reim, l'immobilier, on en parle beaucoup en ce moment avec une petite crise qui est là, mais on va voir que là aussi il y a des solutions. Mathieu Detroya, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant de fonds, Equity Portfolio Manager, spécialiste de l'impact, article 9, au fond en tout cas le son, chez Eleva Capital. Bienvenue à vous. Et enfin Stéphane Montron, bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Directeur de la distribution France et Monaco chez Natixis Asset Management. Bienvenue à vous. Émilie, on démarre tout de suite avec vous. Est-ce que l'ESG, ça fonctionne encore ? Voilà, je l'ai dit, on a une petite baisse de forme, là, on en parlait toutes les sauces, et puis on dirait que c'est passé sous les radars. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je peux vous faire la réponse courte de notre conviction qui est que oui. Et je peux vous faire la réponse un peu plus élaborée qui
et ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Déjà, en fait, quand on dit est-ce que le ESG ça marche, de quoi parle-t-on? En fait, il y a plein de manières de voir le ESG. Si vous interrogez un de vos clients, un client, un partenaire, il va pouvoir vous dire moi, je veux pas de pétrolière, je veux des fonds thématiques, je veux. Oui. Il y a vraiment plein de manières de voir le ESG. Et donc, ma manière de répondre à ça, c'est que selon la manière dont on le voit, ça apporte différentes choses. Typiquement, une manière d'analyser, c'est les fonds thématiques. Est-ce que ça marche encore? Typiquement, quand on regarde les fonds de thématiques vert environnementale, c'est vrai que on peut s'interroger entre le financement des projets a pris un peu plus de temps parce que les taux ont monté, etc. Mais la réalité, c'est que d'autant plus dans le contexte géopolitique qu'on a aujourd'hui, il y a un enjeu de souveraineté européenne qui est colossal et que les rendements de ces investissements dits verts en fait sont tout à fait au rendez-vous. Et donc il peut y avoir comme des moments de phase où ça ralentit un petit peu, mais la réalité c'est que le besoin fondamental il est très important derrière. Donc ça c'est une manière de voir les choses. Une autre manière c'est les fonds qui vont accompagner les sociétés dans l'amélioration de leurs pratiques. Donc c'est ce qu'on fait nous à travers nos fonds actions. Et est-ce que ça fonctionne? Un exemple très précis, moi j'ai une de mes sociétés en portefeuille qui est spécialisée dans la fabrication de verre. Donc c'est un métier très très ancien qui consomme beaucoup d'énergie. Cette société italienne, elle avait fait des investissements pour faire évoluer son outil productif et typiquement pendant la crise énergétique, elle avait sorti d'usine en anticipant une usine qui permettait de produire à peu près 70% plus en consommant un peu moins que son usine actuelle. Ce qui fait que quand il y a eu la crise énergétique, elle a pu préserver sa rentabilité. Et en fait, c'est ça l'enjeu derrière, c'est est-ce que les bonnes pratiques des entreprises, la bonne appréhension des risques, mais aussi des opportunités extra-financières, permet de créer la valeur. Et on voit bien que dans des exemples très concrets, c'est le cas. Donc, il faut garder le cap de l'horizon de l'investissement long terme et bien identifier les opportunités que peuvent générer ces très bonnes pratiques ou ces positionnements innovants sur des besoins qui sont durables. Voilà, c'est pas forcément du greenwashing, c'est aussi, bien évidemment, pour améliorer l'outil de production. Même question, Mathieu Detroya, Equity Portfolio Manager chez Eleva Capital. Vous investissez dans les sociétés européennes qui ont un impact durable. Absolument. Donc chez Eleva, on a une gamme de fonds article 8, article 9. Je m'occupe plus spécifiquement d'un fonds qui est article 9, qui a donc un impact positif, qui investit avec la volonté d'avoir un impact positif sur les entreprises, dans des entreprises européennes. Un impact positif sur les thématiques environnementales ou sociales. Donc, les thématiques environnementales, ça va être des enablers, donc typiquement des sociétés industrielles qui vont permettre la transition environnementale, et les sociétés sociales, ce sera notamment dans le domaine de la santé. Exemple d'enablers, comme vous dites, c'est quoi? Enablers, c'est des sociétés qui vont accompagner leurs clients dans leur gestion des fluides, par exemple. On pense à une société qui s'appelle Belimo, qui fabrique des valves et des actuateurs pour les bâtiments, donc qui permet de gérer les flux dans les bâtiments. D'accord. Grâce à leur système, ça permet de réduire la consommation des flux d'à peu près 40%. Est-ce que, comme disait Émile il y a un instant, il y a des domaines qui sont exclus? Oui, il y a des domaines qui sont exclus, de nombreux domaines sont exclus, le tabac, l'armement, le pétrole. C'est des secteurs qui ont plutôt bien fait ces dernières années. Si je regarde, j'ai bossé un petit peu. Le pétrole, sur 3 ans, ça fait 45%, quand le stock 600 fait 19%. Mais si on regarde un peu plus long terme, puisque le temps des entreprises n'est pas le temps du marché, le pétrole fait 60% quand le stock 600 fait plutôt 100%. Donc vous voyez qu'on Donc se priver finalement des pétrolières ces dernières années à court terme. À 3 ans, ça a été pénalisant, à 10 ans, ça l'a été beaucoup moins. D'accord. Donc on pense qu'il y a un avenir pour ce genre de stratégie. Très bien. Stéphane Montron, justement, on se pose la question, là, l'ESG en berne depuis 2 ans. Quel est votre point de vue là, chez Natixis Asset Management? On le constate, comme tout, c'est-à-dire qu'en termes de flux, en termes d'appétit, en fait, il y a sans doute eu une confusion entre la génération de performance et l'approche ESG, et qui a été concomitante avec justement le mouvement de remontée des taux. C'est-à-dire qu'au plus bas des taux, il y a eu un alignement entre la performance de court terme des stratégies dites ESG, comprenons surtout sur le renouvelable et le traitement. Globalement, c'est essentiellement là que ça s'est concentré, sur les acteurs des mid-cap. Et là, en fait, il y a eu le double effet de justement cette remontée des taux particulièrement délétère pour toutes les valeurs de croissance, ESG en tête, et pour les mid-cap. Ça a été particulièrement compliqué. Et donc, on a eu beaucoup de collectes à un moment où, en fait, les performances ont commencé à être plus compliquées. La conséquence naturelle, c'est effectivement un appétit en berne. Ça ne signifie pas que le rationnel d'investissement n'existe plus, et bien au contraire, puisqu'en fait, et on l'a évoqué tous autour de cette table pour le moment, c'est que les éléments
qui nous permettent d'investir sur l'ESG sont des éléments structurels. Quand on pense au plan d'infrastructure, à REPowerEU, qui sont des horizons 2030, à tous les engagements de neutralité carbone à 2050, qui impliquent, c'est pas moi qui le dis, c'est le FMI, d'un quintuplement d'investissement dans des technologies bas carbone. Ouais, et qui sont pour l'instant pas remis en question. Et qui sont pas remis en question, et surtout qui mettent du temps, et notamment en Europe, et ça c'est structurel, à se déverser dans l'économie réelle. C'est-à-dire qu'entre l'annonce et l'impact sur le compte des entreprises, il y a un temps plus long que de l'autre côté de l'Atlantique qui implique une déception et des anticipations un peu justement retenues de la part des investisseurs. Et donc ces attentes, elles sont déçues. Ces attentes déçues se traduisent en performances décevantes. Il n'en reste pas moins que le sous-jacent, lui, est pour le moment toujours très puissant et, à l'heure actuelle, propose des valorisations plutôt très attractives. Ouais, donc en creux, c'est peut-être le moment d'investir et puis il y aura peut-être un phénomène de rattrapage à un certain moment. Surtout qu'il ne vous aura pas échappé, Fabrice, que la direction sur les taux s'est plutôt inversée dernièrement. Et oui, on verra si la tendance continue. Yann Wittkog, directeur général d'Arkéa-Rheim, avec vous, on va parler finances durables, mais côté immobilier, alors comment ça se matérialise chez Arkéa-Rheim? Vous avez 2 SCI, Transition Territoire Avenir, Silver Avenir, et une SCPI, Transition Europe. Comment on fait de la finance durable sur les bureaux, la logistique, le commerce? Je dirais que l'immobilier, c'est, je pense, le secteur de la finance qui est le plus avancé sur le ESG parce que c'est devenu intrinsèque. Un exemple, Mathieu, quand il cite une entreprise qui travaille pour du bâtiment, qui équipe des immeubles, en fait. C'est devenu quelque chose qui est intégré, en fait, pour toutes les sociétés de gestion, pour tous les propriétaires. Déjà parce qu'on a des exigences réglementaires. Il y a quelque chose qui s'appelle le décret tertiaire qui nous oblige à monitorer nos consommations d'énergie et à les baisser à l'horizon 2030. On travaille tous sur une trajectoire de décarbonation de nos immeubles. Ça, c'est également quelque chose sur lequel toutes les sociétés de gestion travaillent. Et l'avantage de l'immobilier, c'est que ce ne sont que des mesures concrètes, en fait. On a un vrai impact immédiat sur le quotidien des gens. Nous, par exemple, sur Transition Europe et Territoire Avenir, on a qui sont toutes les deux labellisées ISR, on a dans les exigences de mettre des bornes de recharge électrique sur l'ensemble de nos bâtiments. Que vous ayez un centre commercial, un immeuble de bureau, un entrepôt logistique, vous avez des endroits pour garer les véhicules. Et donc, si vous équipez ces endroits de bornes électriques, vous renforcez le maillage de bornes électriques sur le territoire et donc vous avez un impact concret. Donc, mobilité douce, mais vous travaillez également sur la biodiversité. Exactement, c'est quelque chose qui est assez original. On a peu de sociétés de gestion à travailler sur le sujet. On travaille énormément sur le réchauffement climatique, mais on sait tous que la crise de la biodiversité, c'est une crise qui est presque plus majeure. Et pareil, les immeubles sont dans un environnement et donc peuvent avoir un impact. Des choses toutes simples, on n'utilise pas de produits phytosanitaires, sur des choses des pratiques de fauche tardive, mettre des haies à la place de mettre des pelouses, voilà. Et on travaille avec des écologues qui viennent sur les sites, qui nous font des diagnostics et qui reviennent tous les 3 ans nous dire si les recommandations qu'ils nous ont faites ont changé quelque chose. Voilà, ils nous font un inventaire de la faune locale et voir si ça a amélioré ou pas. Donc c'est le vrai avantage de l'immobilier, c'est qu'il y a des mesures vraiment concrètes à mettre en avant, en fait. Voilà, en un mot, la finance durable, on est sur du temps long et malgré les aléas, peut-être court terme ou les aléas certainement parfois politiques, eh bien, c'est toujours le moment d'investir. Mais alors justement, quand on investit, les investisseurs se posent la question et les épargnants, est-ce que c'est compatible avec la performance? On en débat dans un instant avec les experts. Et avec les experts, tout de suite, on se pose cette question. La finance durable est-elle compatible avec la performance? On va poser la question à Émilie Da Silva, bien sûr, Émilie de FN Investment Group. Alors justement, cette ESG, est-ce que c'est compatible avec la performance? Quel lien justement entre performance économique et ce qu'on appelle les indicateurs, les KPI financiers? En fait, il y a pas mal d'études sur le sujet et on s'est intéressé, nous plus particulièrement, à une étude qui rassemblait à peu près 250 études et qui permettait d'arriver à la conclusion que oui, il y a une corrélation entre la performance ESG et la performance financière. Après, c'est vrai qu'il y a quand même souvent des limites dans ces études parce que c'est pas les mêmes méthodologies, c'est pas les mêmes données, le scope n'est pas le même, etc. Ce qu'on a fait chez Eiffel, parce qu'on aime bien toujours rapprocher nos convictions et nos actions à des faits scientifiques, c'est qu'on a mené notre propre étude en interne. Oui. On a interrogé 50 sociétés qu'on a financé, avec des conditions de financement liées à des indicateurs financiers. Et s'il y a un chiffre à retenir de cette étude, c'est qu'il y a 83% des dirigeants des sociétés que nous avons interrogées qui nous confirment qu'il y a un lien positif entre la performance économique de l'entreprise et la performance extra-financière. Et là, je parle bien de performance économique, de comment
mes actions, elles permettent d'avoir des conséquences sur ma rentabilité, ma capacité à gagner un nouveau contrat, etc., etc. Et donc ça montre bien que, et en y réfléchissant, c'est logique. Est-ce que si j'ai un meilleur des salariés qui sont contents et motivés, ils vont délivrer un meilleur service? Est-ce que si je fais des investissements dans mes capacités de production, dans mon efficacité énergétique, je vais améliorer ma rentabilité? En fait, c'est vraiment de la logique et c'est confirmé par les dirigeants des sociétés qu'on accompagne. Donc ça marche, corrélation à 83%, bah, c'est plutôt pas mal. Mathieu Détroya, chez Eleva Capital, l'ESG est-elle performante? Alors vous allez me dire, il y a plein de façons de calculer. Il y a effectivement plein de façons de le calculer. L'ESG, c'est un peu partout maintenant. C'est un sujet qui a été vraiment pris à bras-le-corps par les sociétés, alors de gré ou de force, mais qui est maintenant partout. Et les asset managers s'en servent évidemment comme un système de filtration et de sélection. Il y a effectivement un volet performance. Il y a également un volet gestion des risques. C'est-à-dire que l'ESG permet d'éviter certains risques majeurs, des risques de controverses, on l'a vu ces dernières années, des controverses liées à Orpea, à Téléperformance, des sociétés qui, du jour au lendemain, en fait, sont totalement déclassées et qui deviennent ininvestissables pour des problèmes extra-financiers. Et qui ont du mal à s'en remettre, des années plus tard. Qui ont beaucoup de mal à s'en remettre, qui parfois ne s'en remettent pas. Donc l'ESG permet à la fois de la performance dans le temps long. Ces 3 dernières années ont été difficiles. Maintenant, je pense que tous les gérants de produits, article 8, article 9, ont la conviction et la certitude que l'ESG seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait de la performance et je pense que c'est au cœur des préoccupations des clients finaux. On est prêt à investir dans des sociétés qui sont très vertueuses, mais on veut de la performance. Et nous, on investit toujours avec cette double approche qui est on veut des sociétés performantes avec un impact positif, mais avec une volonté de générer de la performance pour nos clients finaux. Ouais, justement, Émilie disait tout à l'heure, vous aidez quelque part, vous incitez les entreprises aussi à changer leur comportement en tant que petit actionnaire ou gros actionnaire. On peut justement influer sur des conseils d'administration. Non seulement on peut, mais on doit. C'est dans notre rôle d'actionnaire de faire de l'engagement avec les sociétés, quelle que soit leur taille. Alors c'est souvent plus facile avec des petites sociétés qui sont beaucoup moins matures sur ces sujets-là, mais on peut aller faire de l'engagement avec L'Oréal, avec ASML, pour les aider à progresser sur leur sujet, sur leur thématique de décarbonation. Et souvent, elles sont d'ailleurs très contentes d'avoir ces interactions avec nous. Bien sûr. Émilie Da Silva, vous avez, comment vous les incitez en fait à changer? Vous avez un kit de bonnes pratiques? Exactement. On a développé chez Eiffel un pack Eiffel. Donc en fait, c'est une boîte à outils qui nous permet d'accompagner les entreprises dans l'amélioration de leurs pratiques. Ils sont demandeurs, les chefs d'entreprise? Ils sont très demandeurs parce qu'en fait, ils voient ça à la fois comme une opportunité et à la fois on ne sait pas par quel bout commencer. Il y a le volet réglementaire, les contraintes, mais il y a aussi les demandes des salariés. Donc en fait, ils ne savent pas par où commencer. Il y a des degrés de maturité qui sont très très larges. Et donc nous, pour les plus petites boîtes, ça va aller de leur payer leur bilan carbone. Les plus avancés, on va les aider à évaluer les risques physiques parce qu'on a des logiciels qui nous permettent de le faire. Les plus grosses encore, ça va être d'être plus exigeant sur la gouvernance. Et donc on peut partager des bonnes pratiques. On a financé plus de 500 sociétés chez Eiffel en tout. Donc on a quand même ce retour terrain des dirigeants et on observe ce qui marche le mieux et donc on n'hésite pas et on partage ces bonnes pratiques avec les sociétés qu'on accompagne dans nos fonds. Stéphane Ventron, vous écoutiez attentivement vos petits camarades. J'ai une question que pose souvent le grand public, c'est vrai qu'on a vu fleurir aussi ce que j'appelle la jungle des labels. On disait, on a l'impression qu'il y a autant de manières de faire de la finance durable finalement que de sociétés, tout le monde a un peu sa méthode et ça peut perdre un petit peu l'investisseur ou l'épargnant. Complètement. Je pense que la superposition de réglementation, avec d'ailleurs des degrés d'imperfection très forts, c'est-à-dire qu'on se met en place, typiquement, si on prend l'exemple de taxonomie, on se lance dans du reporting sur lequel on sait très bien que les entreprises, pour le moment, ne publient pas des données suffisantes pour pouvoir avoir une exhaustivité dans la publication de nos données. Donc c'est très déceptif, c'est très contre-intuitif pour les clients qui voient des taux qui ne reflètent pas les investissements, ou qui ne les voient pas, mais qui ne comprennent pas quelle est la différence entre un label local, un label international, SFDR 8, 9, quelle est la réalité de cet investissement. Et donc, charge à nous, en fait, et c'est d'où la raison, et en fait, quelque part, la fracture qu'on constate à l'heure actuelle, mais charge à nous d'en profiter aussi, entre la gestion thématique, les thématiques ESG au sens large, et l'approche ESG qui peut être mainstream en bon français, c'est-à-dire embrasser l'ensemble de nos méthodologies de gestion. Ce sont deux choses différentes. L'approche globale parle peu aux clients. Elle parle beaucoup aux institutionnels. L'investisseur particulier ne s'y retrouve pas, puisque cette approche de progrès va nous amener à de la transition sur des secteurs polluants qui vont être peut-être quelquefois contre-intuitifs dans la démarche, dans la demande de l'investisseur final. Alors même que les fonds thématiques qui parlent de ressources, on peut penser à des thématiques investissant sur l'eau, mais même sur la sécurité, qui sont des thématiques qui peuvent être à impact,
pour justement les besoins des individus de se protéger. Là, pour le coup, on a des fonds à impact sur ce sujet-là également. Ce sont des sujets sur lesquels les investisseurs finaux se retrouvent beaucoup plus dans des préoccupations beaucoup plus quotidiennes et sur lesquelles justement on arrive à les raccrocher. Ceci étant dit, je pense qu'on a aussi la capacité, avec cette approche globale, et c'est ce qu'on fait aussi avec nos amis de Mirova, de proposer de la performance, y compris dans le cadre d'une approche globale, avec du multithématique, où on propose des gestions internationales surperformantes, dans la durée, et y compris dans la période récente. Le sujet étant de ne pas confondre l'investissement sur de la thématique ESG avec une approche ESG globale. Ce sont deux choses différentes dans le sous-jacent d'investissement et dans la performance réalisée pour le client. Voilà, une performance en tout cas qui a tendance à s'aligner, à s'améliorer, et puis surtout on peut se dire aussi on participe à un monde plus durable, et ça c'est pas mal. Tiens, on se penche sur l'immobilier. On a parlé, Yann Wildkop, beaucoup de valeurs vertes. Alors qu'est-ce que c'est exactement la valeur verte ? En fait, on a une conviction, c'est que dans l'immobilier, travailler sur toute la partie ESG, c'est travailler à la performance financière in fine du portefeuille. Je vais vous prendre un exemple tout simple. On a tous été dans une pièce en hiver avec des fenêtres simple vitrage. Vous voyez que le confort, il n'est pas dingue. Et donc, travailler sur les performances énergétiques des bâtiments, c'est travailler sur leur attractivité locative. Et donc, c'est travailler sur le revenu futur. Ça, c'est une évidence. Et puis, il y a un autre pan qui est de plus en plus important sur lequel on travaille. On vient de passer un contrat avec un des plus gros réassureurs au monde pour utiliser son outil. C'est sur l'assurabilité des immeubles, sur la résilience au changement climatique. Il y a un risque, on le sait très bien, que certains immeubles, à moyen terme, voire court terme, ne soient plus assurables. Risque de subversion. On achète par exemple pas mal d'immeubles aux Pays-Bas. Quand on achète un immeuble aux Pays-Bas, on fait systématiquement une analyse de risque de submersion parce qu'il y a un risque de submersion aux Pays-Bas qui est très fort. Et donc, savoir si nos immeubles seront assurables dans les 32 prochaines années, c'est essentiel pour la performance à long terme du véhicule. Donc dans l'immobilier, je dirais que la partie ESG, elle a un impact vraiment significatif et c'est pour ça que la plupart des acteurs aujourd'hui, c'est une donnée, je dirais, dans l'ESG. Si vous regardez l'ensemble des SCPI, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plus des 3/4 des SCPI qui sont labellisés ISR, par exemple. Oui, c'est vrai. Est-ce que tous les acteurs sont convaincus que gérer des nanars de fonds de portefeuille qui sont des passoires énergétiques, ça va pas amener grand-chose aux clients et c'est pas ça qui ramènera de la performance. Et dans le temps, ça sera de plus en plus compliqué. Valeurs vertes et valeurs financières, vous dites, se rejoignent, ça n'a rien de cosmétique finalement. Non, ça n'a rien de cosmétique en immobilier, c'est une évidence. C'est vraiment le sens de l'histoire pour l'immobilier. Ouais. Très bien, alors justement, une fois qu'on a dit ça, on va se poser maintenant la question des clients. Est-ce qu'ils sont convaincus, ces clients ? Est-ce qu'ils ont envie de passer à l'action ? On en parle tout de suite dans Questions pratiques. Atelier pratique, on se pose cette question pour la finance durable. Alors, comment convaincre les clients de passer à l'action ? On démarre avec vous, Mathieu Detroya. Comment on fait pour redonner confiance aux clients sur cette démarche ESG ? On a dit qu'elle était un petit peu passée au second plan ces dernières années. Ça passe par quoi ? La transparence, la méthode, la méthodologie ? Je pense qu'il y a 3 besoins. Il y a un besoin de cohérence, un besoin de conviction et un besoin de transparence. Besoin de cohérence, c'est un besoin de cohérence au niveau de la société de gestion. Donc typiquement, Eleva Capital, qui s'est fondée il y a 10 ans, reverse 10% de ses bénéfices à l'UNICEF via sa fondation Eleva Capital. Donc il y a une vraie volonté depuis le début de partager la valeur. D'ailleurs, Eleva a reçu le Grand Prix de la philanthropie récemment. 2024, oui, pour son action. Oui. Ensuite, il y a un besoin de conviction. Donc, on a créé une gamme qui s'articule autour de produits article 8, article 8+, article 9, qui permettent différents degrés pour investir durablement. Et enfin, la transparence. Et la transparence, c'est vraiment clé. Et je pense que c'est avec la performance deux choses qui sont essentielles pour les clients finaux. Que les gens comprennent exactement ce qu'on fait quand on investit, qu'ils comprennent exactement sur le type de société qu'ils vont réussir à trouver dans nos portefeuilles. Chaque année, on publie un rapport d'impact, typiquement pour le fonds article 9, qui reprend l'intégralité de notre processus d'investissement, qui est validé par une partie tierce, qui vient auditer nos données, puisque la donnée dans le monde de l'ESG était aussi un sujet essentiel, que ce soit sur les données ESG ou les données impact. Et donc, dans ce rapport d'impact, les clients finaux
peuvent retrouver l'ensemble des positions qui sont investies dans le fonds et les raisons pour lesquelles on investit dans ces acteurs-là. Donc, cohérence, conviction et transparence. Ben voilà, et je vois que Stéphane ne va pas vous contredire là-dessus. C'est vrai que ce devoir de reporting, de bien expliquer, c'est au cœur des préoccupations, hein. J'ai l'impression que les épargnants, finalement, voilà, on l'a dit, ils veulent de la performance. Évidemment, quand on leur explique bien, ils sont tout à fait prêts à investir finance durable. Mais voilà, il faut aussi être cohérent dans le temps, on le disait, et bien continuer à expliquer. Absolument. La pédagogie, ça en fait partie. On a parlé précédemment justement de la superposition du millefeuille réglementaire auquel les clients sont confrontés. Donc, charge à nous, en fait, de donner le degré d'information et de tangibilité de nos investissements qui permettent justement cette transparence et le fait d'avoir cette adhésion client qui va lui permettre d'investir dans la durée. C'est un sujet qui est partagé dans l'ESG et au-delà. Un des détracteurs majeurs de la performance pour le client final, c'est précisément son absence d'adhésion et donc sa durée de détention trop courte par rapport à l'horizon préconisé. Et ça, c'est pas un vain mot, c'est pas un disclaimer réglementaire, c'est simplement une réalité constatée dans les performances des portefeuilles des clients. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut le retrouver via justement de la gestion thématique, c'est ce qu'on proposait tout à l'heure. Quand avec nos amis de Thematics, on propose une gestion Thematics Water ou Thematics Safety, justement, qui investissent sur la gestion et la rareté des ressources et les solutions à proposer. Effectivement, on l'a constaté d'ailleurs dans les différentes crises, on a un degré de rétention et une attrition plus faible, précisément parce que les investisseurs comprennent ce dans quoi ils investissent. Et donc ça, cette tangibilité, on peut l'offrir sur l'univers du côté notamment. On peut aussi la proposer sur l'univers du non-côté, parce que là, on a des investissements là aussi qui sont parfois plus palpables. Ça, c'est ce qu'on fait au quotidien avec les équipes de Mirova, hein. C'est un fonds qui est encore de private equity, disponible en FCPR chez Viplus, et sur lequel aujourd'hui on est en train de déployer. On vient de réaliser notre 11e investissement. Et là, on comprend très bien le fléchage très clair qui est réalisé à l'heure actuelle, qui est lié aussi, et ça c'est un point important sur lequel je conclurai, qui est que on peut retrouver, y compris pour des investisseurs qui sont peut-être moins convaincus, un alignement réglementaire qui est un catalyseur de performance, et en particulier sur le non-côté. Quand on pense à des innovations qui sont liées aux nouvelles normes Euro 6, liées aux émissions, quand on pense à des innovations qui sont liées à des interdictions de certains gaz qu'on va retrouver typiquement dans des disjoncteurs dans lesquels on va pouvoir proposer des technologies alternatives, donc dans lesquels on sait qu'on est confronté à un mur réglementaire de ce point de vue-là, eh bien on a à la fois un alignement entre la performance anticipée, l'impact en termes d'environnemental et donc la lisibilité pour le client final qui est clé pour le fait de le faire investir dans la durée, ce qui est nécessaire sur le private equity. C'est vrai qu'on ne l'a pas signalé. On a de plus en plus de produits disponibles et même des produits qui autrefois étaient réservés effectivement à la gestion de fortune, aux institutionnels. Et puis effectivement, il faut s'inscrire dans la durée. Hein, Émilie, Da Silva, c'est essentiel d'expliquer aussi aux clients que voilà, on est sur un process où il ne faut pas regarder à court terme, 1, 2, 3 ans, mais sur une durée beaucoup plus longue. Non, clairement, je rejoins ce qui a été dit. Je pense que si je me mettais dans les chaussures d'un conseiller ou d'un client final, ce qui est important, c'est d'avoir une vision sur, en effet, mon horizon d'investissement, c'est clé. De bien comprendre l'ADN de la société de gestion avec laquelle j'ai travaillé. Typiquement, chez Eiffel, on a près des 2/3 de nos encours qui sont article 9. On lance pas une nouvelle stratégie ou un nouveau fonds si on ne pense pas qu'on peut apporter une plus-value sur l'aspect extra-financier. Donc voilà, faut bien comprendre la philosophie de la société de gestion et la philosophie des fonds. Comme on l'a dit, derrière cet investissement sont des choses concrètes et c'est indispensable selon nous de comprendre concrètement ce qu'on finance. Ça donne un sens à notre épargne au-delà des aspects de performance qu'on a cités. En fait, c'est complètement compatible avec le sens qu'on donne à ces investissements, que ce soit, comme on le disait, sur des fonds thématiques, verts, d'infrastructures d'énergie renouvelable, etc., ou que ce soit dans les fonds qui appliquent des méthodes pour accompagner les sociétés. Donc il y a vraiment plein de manières de le faire. Il faut juste bien comprendre ce dans quoi on investit et être transparent là-dessus. Ouais, donner du sens à ces investissements. Je crois que les conseillers en gestion de patrimoine l'expliquent bien à leurs clients et puis vous les rencontrez, vous leur expliquez aussi vos produits. Yann Wittkopf, c'est vrai qu'on disait les épargnants, ils sont sensibles à cette dimension durable et vous le disiez en immobilier finalement, c'est incontournable, c'est encore plus tangible finalement quand on parle immobilier, la finance durable. Oui, c'est encore plus tangible et on a cette obligation en tant que société de gestion. Hein, nous, je suis d'accord avec Mathieu sur ces 3 piliers, hein, les convictions et c'est vraiment important et c'est ce qui a présidé quand j'ai créé Arcarem il y a 3 ans. Cette conviction, nos 3 véhicules sont labellisés ISR et avoir des véhicules qui permettent de travailler sur des choses concrètes. Là, on en parlait tout à l'heure, hein, la biodiversité, les sources d'énergie. Surtout que ce besoin de transparence, il est important puisque
Ma vision, c'est que la réglementation, en tout cas sur les fonds immobiliers, elle apporte énormément de confusion pour les épargnants. En fait, le régulateur, il est là normalement pour amener de la clarification. Nous, notre impression sur les fonds immobiliers, c'est qu'il amène énormément de confusion. Article 6, article 8, article 9, SFDR, enfin, c'est très compliqué à comprendre. Et donc, faire des rapports très transparents sur des mesures concrètes qu'on met en place, je pense que c'est essentiel et c'est vraiment une mission qu'on porte à se dire, tous les trimestres, faisons des choses très transparentes. Tous les ans, on fait un rapport ISR, puisque nos fonds sont labellisés ISR, sur les mesures qu'on a mis en place. Je pense que c'est comme ça qu'on attirera le client. Le client, effectivement, sur les fonds immobiliers, il estime que c'est une donnée, le ESG. Je pense que c'est plus quelque chose de différenciant entre les véhicules. Mais par contre, si on veut lui montrer ce que ça apporte dans sa performance long terme, parce qu'un fonds immobilier, il faut le rappeler, c'est un horizon de placement long terme, hein, c'est 10 ans de placement. Voilà. Ouais, les SCPI, on va jusqu'à 17 ans de moyenne. Ouais, en SCPI, la durée de détention, elle est très longue, effectivement. Et donc, il faut qu'on ait cette exigence de transparence sur ce qu'on fait concrètement. Je pense que c'est très important pour expliquer aux clients et leur montrer que ça a un impact également sur la performance, comme on en parlait tout à l'heure. Et voilà, c'est comme ça qu'on va convaincre les clients de plus en plus de flécher leur épargne justement vers cette finance durable. Anne-France Gauthier, un petit mot de conclusion. On a eu un beau panel là, pour expliquer, en plus dans des classes d'actifs assez différentes. Oui, alors la table ronde est extrêmement bien composée parce qu'effectivement, je pense que en fonction des acteurs qui sont autour de celle-ci, on a des réponses à tous les typologies de clients. Après, en amont de la fin de la conclusion, Fabrice, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que probablement les investisseurs étaient dans des réflexes d'investissement, sont un peu résistants au changement, mais la Terre ne tournera pas dans l'autre sens, à moins que j'ai loupé quelques études importantes et scientifiques. Elle ne tournera pas dans l'autre sens. On n'a pas le choix. Donc, il faut après choisir. Et c'est pour ça que j'ai grand plaisir à échanger avec ces personnes. Il faut juste choisir le véhicule qui nous correspond, pour la durée qui nous correspond. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est poser à chacun la question suivante. À qui est-ce que correspondent vos fonds? Combien de temps on doit les tenir en portefeuille? Et combien on doit en avoir aussi dans une allocation d'actifs? On peut peut-être commencer. Allez, Émilie Da Silva. Ouais, avec plaisir. En fait, on a différentes offres, parce que vous l'avez compris, c'est dans notre ADN. Donc, après, ces offres, elles servent des objectifs différents et des cibles différents. Toutes sont plutôt des offres de diversification. Je pense notamment à un fonds qui s'appelle Eiffel Infrastructure Verte, qui est un fonds d'actifs privés qui va financer des projets d'énergie renouvelable. Donc c'est vrai que ça c'est un fonds qui est très diversifiant, qui a un SRI assez faible, une faible volatilité parce que ce sont des actifs privés, et on comprend vraiment ce dans quoi on investit. Donc là c'est pour le fonds on thématique. Rajoute du réel, on rajoute Exactement. du réel. C'est du réel. C'est le financement de l'économie, enfin c'est le départ de la bourse. Absolument. Et d'un autre côté, dans un style très différent, avec un profil plus risqué, moi je gère un fonds small cap qui s'appelle Eiffel Nova Europe ISR, qui est un fonds labellisé ISR, qui lui va chercher à accompagner les sociétés justement dans leur grande transition. Donc voilà, vous avez des actions, vous avez de la diversification européenne, et donc c'est un profil de risque qui est plus élevé que Eiffel Infrastructure Verte, mais les deux, c'est du concret derrière et de l'économie réelle, et qu'on adresse avec des approches ESG différentes mais complémentaires. Yann Vidcock, chez RKRM. Un fonds immobilier, c'est un fonds de long terme, comme on l'a dit tout à l'heure, donc horizon de détention longue. On met rarement plus de 10 à 15% de son portefeuille sur l'immobilier. C'est de la diversification là aussi, sur l'actif réel. Et il faut rappeler qu'une bonne allocation, c'est d'investir dans plusieurs fonds. On évite de mettre toutes les œufs dans le même panier. Et c'est pour ça que nous, on a des véhicules avec des thématiques différentes. Ça permet de bénéficier de l'expertise de la société de gestion sur Silver Avenir du résidentiel haut de gamme, sur des thématiques de viager, Territoire Avenir sur de l'immobilier dans les régions françaises et Transition Europe sur de l'immobilier hors France en Europe, sur des logiques de cycles différents. Donc c'est intéressant d'avoir un portefeuille diversifié. On ne met pas tous ces ans dans le même panier. Mathieu Destroyers. Donc nous, on a une gamme avec des fonds article 8, des fonds article 8+, et des fonds article 9. Donc on peut avoir un petit panachage de l'ensemble de ces fonds-là selon son degré de... On peut prendre le bouquet. Exactement, selon sa volonté de s'exposer au risque et à un degré de durabilité plus ou moins élevé. Dans le fonds article 9 que je gère, il y a un aspect multithématique qui permet de ne pas se concentrer uniquement sur la thématique des énergies renouvelables ou de l'eau, mais d'avoir une espèce de panachage
panachage de toutes ces thématiques d'avenir dont les sociétés dans lesquelles on investit bénéficient. Donc il y a cette volonté d'avoir l'intégralité des thématiques durables européennes. Donc c'est un fonds qui s'adresse à des investisseurs particuliers, qui est accessible via le PEA notamment, ou à des institutionnels. Éligible PEA, donc chez Eleva Capital et Stéphane Vontron. Alors Fabrice, vous savez, sous mon grand chapeau, j'ai des offres multiples. Hein, c'est le modèle multi-boutique de Natixis, si tu veux ça. Donc je vais me concentrer sur Mirova. Et pourquoi ne pas choisir Mirova? C'est quand même près de 32 milliards d'actifs, exclusivement à impact, exclusivement en article 9, quelle que soit la classe d'actifs, en coté, en non-coté. Et je vais vous faire deux réponses. Une sur le non-coté, plus local. Donc avec Mirova Green Impact, qui est un FCPR qui est disponible chez Viplus et sur lequel effectivement là, l'investissement, c'est moins de 10% d'allocation. On est sur un profil qui est plutôt risqué. Hein. C'est effectivement, on accompagne des entreprises de croissance pour développer leur technologie ou leur diffusion à leur phase justement où elles commencent à être tout juste rentables, mais elles ont généré du revenu et de une technologie éprouvée. Et donc du coup, là, on intervient à ce moment-là pour accélérer leur développement. Et là, pour le coup, on a véritablement cet alignement réglementaire dans beaucoup de nos investissements. Et ce qu'on privilégie, ce sont des sorties dites industrielles. C'est déjà été le cas. Hein. Le fonds est déployé à moitié. On a déjà eu une sortie au TRI objectif et justement par un rachat industriel. On préfère pas ne revendre à d'autres fonds, mais plutôt participer à des projets de croissance plutôt structurels. Et puis l'autre élément, c'est le coté, qui est peut-être la première marche. Les actions cotées, on a la chance avec Mirova d'avoir un fonds qui s'appelle Mirova Global Sustainable Equity, qui arrive à réconcilier justement cette approche multithématique avec de l'engagement très fort sur des valeurs ESG et qui permet aussi de réconcilier cet engagement avec de la performance durable, y compris sur un horizon plus récent, ce qui a été beaucoup plus dur sur des fonds à article 9. J'invite les conseillers à consulter les performances. Ça peut être une façon, justement, d'améliorer l'intensité ESG des portefeuilles sans prendre de biais excessifs. Ah ben voilà, on a fait le tour de nos experts. Un grand merci à vous tous. Émilie Da Silva, FN Investment Group, Yann Vidkog, Arkea Reim, Stéphane Vontron, Natixis AM et Mathieu Destroyat, Eleva Capital. Anne-France Gauthier, merci. Mais c'est à moi de vous remercier tous. Merci beaucoup. Daniel, c'était l'émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Vie Plus, Sens et Conviction.